Bonjour, je suis Gilbert Dawed d'Avatar Édition. Le café est prêt pour un autre regard sur le monde avec Café Noir et Pierre Le Vigan, auteur et commentateur métapolitique. Notre émission d'aujourd'hui s'intitule Trump pris au piège. Café, c'est parti. Comme d'habitude, nous avons le Proche-Orient et le Moyen-Orient de nouveau en flammes, une énième guerre, et cette fois-ci, elle est beaucoup plus régionale que d'habitude, vu qu'elle touche le Liban, la Palestine, et maintenant, bien sûr, avec l'agression américano-israélienne sur l'Iran, même l'Iran, qui, en réponse, a bombardé tous les pays du Golfe, pratiquement tous les pays du Golfe, à part le Yémen. Donc, c'est une guerre régionale totale. Et c'est pour ça qu'on se demande si Trump n'a pas été pris au piège. Alors, on a préparé 5 questions pour bien mettre le cadre à nos auditeurs, pour donner une analyse et clarifier certains aspects qui peuvent être obscurs à nos auditeurs. Alors, je vais lire les questions. Elles sont un peu longues, mais ça donne le cadre général. Alors, la première question pour Pierre. Comment l'assassinat du guide suprême iranien, c'est-à-dire Ali Khamenei, par des frappes américano-israéliennes, pourrait-il redéfinir l'équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient? Et quelles leçons les autres nations régionales pourraient-elles en tirer de leur propre sécurité, pour leur propre sécurité? Oui, bonjour Gilbert et merci de ton invitation. Alors, effectivement, cette guerre a commencé par une frappe dite de décapitation qui a effectivement amené à la mort du guide suprême, Ali Khamenei, et à l'assassinat aussi d'une partie de sa famille. Il semble d'ailleurs que son fils ait été blessé et ce n'est pas purement anecdotique puisque c'est son fils qui a été nommé ensuite guide suprême. Alors, plusieurs remarques. L'une, c'est que on a tendance à droite à considérer que le droit international est une fumisterie en quelque sorte et que seul comptent les rapports de force et que le droit international n'est que de l'habillage idéologique, de purs rapports de force et que donc il ne faut en tenir aucun compte. Alors, c'est pas la position que j'ai parce que on a tendance dans cette perspective à considérer que la référence au droit international consiste à introduire de la morale dans la politique et donc à confondre deux ordres qui sont différents, à l'ordre de la morale et l'ordre du politique. Je ne partage pas ce point de vue pour une raison simple, c'est que, à mon sens, le droit international ne relève pas tant de la morale que de la civilisation. En fait, le droit international, c'est la suite du droit de la guerre qui s'est développé aux alentours de la paix de Westphalie en 1648, avec des intellectuels comme Grotius, ce droit international issu du droit de la guerre, du droit des gens aussi, c'est tout simplement le propre de nations civilisées et de la civilisation. Or, dans le droit international, il y a des choses qui ne se font pas. Par exemple, à la veille enfin le matin de la bataille de Waterloo, Napoléon, à son habitude, passe devant les troupes sur son cheval blanc. Et il est évidemment très facilement reconnaissable. Et autour de Wellington, il y a des artilleurs qui disent, eh bien, on pourra en profiter pour le décapiter d'un coup de canon. Et Wellington dit, non, non, cela ne se fait pas. Eh bien, de manière informelle, en termes de mœurs et non pas en termes de loi écrite, c'était déjà du droit international, c'est-à-dire que on ne tue pas avant la bataille le chef de guerre d'en face. Voilà. Or, la décapitation de Khamenei n'est pas tant condamnable du point de vue moral que tout simplement du point de vue de la civilisation. C'est-à-dire que celui qui procède comme l'ont fait les Américains et les Israéliens, est en fait
tout simplement quelqu'un de non civilisé, quelqu'un qui exprime qu'il représente un pays en voie de décivilisation. Donc, en fait, c'est la référence au droit international, c'est tout simplement, en fait, la référence à une règle qui est autre que la loi de la jungle entre les peuples et entre les États. Donc, ce n'est pas anecdotique de condamner, du point de vue du droit international, cet assassinat de Khamenei, sachant que c'est une guerre qui a été déclenchée sans déclaration de guerre. Donc, les Américains n'ont cessé de se plaindre de l'attaque de Pearl Harbor qui avait été faite effectivement sans déclaration de guerre, attaque par les Japonais, mais ils font avec les Israéliens, bien entendu, exactement la même chose. Donc, je voulais souligner que ce n'est pas anecdotique. Je vais souligner, j'ajoute aussi, surtout qu'en plus, ils étaient en pleine négociation. Alors, tu as infiniment raison, Gilbert. C'est quelque chose qui s'est passé en pleine négociation. C'était déjà le cas en juin 2025 avec la guerre je crois, des 12 jours. Et donc, les conséquences sont très importantes. Ça veut dire que tout État, tout gouvernement ne peut que se dire, quand on négocie avec les Américains, eh bien, cela a de fort bonnes chances de ne pas être une négociation avec un minimum de bonne foi de chaque côté, mais une négociation qui va en fait camoufler, bien maladroitement, la préparation d'une attaque militaire. Donc tout le monde va être extraordinairement méfiant et ça introduit un climat d'insécurité complet dans les relations internationales qui déjà par nature sont des relations évidemment extrêmement fragiles, mais là, ça porte la fragilité à un degré extrême. Ça veut dire que finalement, il n'y a même pas un noyau minimum de bonne foi que l'on peut escompter de la part des États-Unis, sans parler du cas d'Israël, hein, qui depuis 80 ans, en quelque sorte, a déstabilisé tous les pays environnants, hein, le Liban, la Syrie, indirectement aussi à certains égards l'Irak, etc. Donc évidemment, c'est un très mauvais signal. Et là-dessus, Dominique de Villepin a dit des choses parfaitement pertinentes. Moi, ce qui me fait peur, tu sais, ce qui me fait peur, c'est que les pays du sud global mettre dans le même pot tout l'Occident, pas seulement les Américains. Ils vont se dire que les Occidentaux se comportent tous de la même manière et il va y avoir une méfiance de tous les pays occidentaux. Oui, alors non sans quelques raisons, puisque la plupart des pays occidentaux, France inclus, sont quand même dans le suivisme vis-à-vis de ce qu'on pourrait appeler la coalition israélo-américaine. Hein, donc voilà, bon, Marco Rubio avait bien résumé les choses en expliquant, alors c'est une expression très à la mode d'ailleurs, que les États-Unis avaient appliqué une défense proactive, une défensive proactive. Oui, C'est-à-dire qu'il avait expliqué que, en fait, les Israéliens avaient l'intention de frapper, que bien entendu, il fallait s'attendre à une riposte iranienne et que pour protéger Israël de cette riposte, donc dans une posture en quelque sorte défensive, eh bien les Américains avaient appliqué une défensive proactive consistant à attaquer les premiers. Enfin, si vous voulez, à partir d'un tel raisonnement, c'est comme si, lors de l'opération Barbarossa, c'est d'ailleurs très exactement l'argument qu'avait développé l'Allemagne nationale-socialiste, hein, ils avaient expliqué qu'ils avaient attaqué la Russie préventivement. Mais en fonction de tels raisonnements, il n'y a jamais un agresseur et un agressé, il n'y a que des attaques préventives. On ne peut jamais prouver qu'un partenaire n'avait pas une intention éventuelle d'une agression. Je veux dire, on peut toujours trouver dans les cartons, il y avait dans les cartons de la Russie soviétique, des plans éventuels d'attaque contre l'Allemagne. Pourquoi? Parce qu'il est tout à fait normal qu'un État prévoit strictement toutes les hypothèses. C'est pas parce qu'on a dans ces cartons un plan d'attaque contre l'Allemagne
qu'on a forcément l'intention de l'attaquer dans les 1 an, dans les 2 ans, dans les 3 ans. Et donc, l'Allemagne nazie avait développé cet argument qui était parfaitement fallacieux pour expliquer son agression contre l'Union soviétique, dont l'objectif était, nous le savons clairement, la mise en esclavage des peuples slaves de l'Est. Hein. Donc, c'est voilà. Et donc, effectivement, c'est une agression en pleine négociation face à un pays qu'on accuse depuis 25 ans de préparer une bombe nucléaire pour demain et qui ne l'a toujours pas, c'est quelque chose qui est extrêmement négatif quant à l'équilibre des relations internationales. Et c'est vraiment une contribution à l'instabilité du monde et la multiplication des guerres dont ce serait bien passé. C'est vrai que pour les plus jeunes, moi je me souviens, on avait 18 ans, 19 ans. Depuis qu'on nous dit que l'Iran, la semaine prochaine, va obtenir sa bombe atomique. Et on a, 60, Tout à fait. Et on a 66 ans maintenant, pas pour dire nos Voilà. âges. Alors, c'est incroyable. Alors, on sait que le guide suprême, l'ancien guide suprême, Ali Khamenei, avait condamné la bombe atomique. Alors, certes, il faut être nuancé. Les dirigeants iraniens sont-ils tous d'avis de suivre à 100% les injonctions théologiques du guide suprême? Ce n'est pas totalement sûr, mais force est de constater que l'Iran n'avait pas la bombe atomique et que l'Iran cherchait avant tout à avoir du nucléaire civil et en fait à reprendre son commerce, à faire se lever les sanctions. Parce qu'en fait, ce sont les sanctions qui contribuent en bonne part à la crise économique, donc à la crise sociale, donc à la crise politique. Même si la crise politique ne vient pas que de raisons économiques, elle vient quand même en grande partie de raisons économiques. Donc, l'objectif de l'Iran, c'était de faire lever les sanctions. Mais ce qui est paradoxal, c'est que cette agression qui fait suite à celle de juin 2025, ça fait quand même beaucoup en moins d'1 an, ne peut qu'amener à une conclusion, à savoir que si l'Iran veut être tranquille, il leur faut réellement la bombe atomique, puisque finalement, on leur a fermé toutes les autres portes. Or, on peut douter que l'Iran tenait à tout prix à avoir la bombe atomique, l'Iran tenait à avoir des garanties de sécurité, mais l'Iran se rend compte actuellement, au-delà du régime des mollahs, quelles que soient les sensibilités politiques des Iraniens, ils ne peuvent que constater que la seule garantie de sécurité qui leur apporterait un minimum justement de protection contre des agressions étrangères, ça serait précisément cette bombe atomique. Donc, résultat véritablement contre-productif pour les Israélo-américains. On voit qu'un régime plus caricatural que celui de l'Iran, qui est quand même celui de la Corée du Nord, hein, avec ce personnage très particulier, hein, qui est Kim Jong-un, eh bien, se fait respecter, dialogue avec Trump, n'est jamais insulté, parce que, aussi caricatural qu'il soit, il a la bombe atomique et ne cesse en plus d'accroître ses capacités nucléaires, y compris ses provocations avec des explosions très près du Japon, etc. Voilà, donc on en est arrivé à ce constat que finalement, quand on est au Moyen-Orient, si on veut avoir une souveraineté étatique non contestée, je dis bien souveraineté étatique, hein, c'est-à-dire la condition d'une éventuelle souveraineté populaire, qui serait évidemment un autre problème, une autre question. Eh bien, si on veut avoir la souveraineté étatique, c'est-à-dire la souveraineté nationale, il faut donc la bombe atomique. Avant de passer à la deuxième question, j'ajoute seulement, pour une petite précision, le programme nucléaire pacifique et militaire, surtout pacifique, iranien, a commencé avec le Shah.
Et c'était un tout à fait. accord entre les Shahs et les États-Unis. Quand la République islamique a été fondée par l'ayatollah Ruhollah Khomeini, il a suspendu, parce qu'il n'aimait pas l'atomique, il a suspendu le programme atomique pendant 10 ans. Et la première fatwa, donc la République islamique a repris le programme atomique du Shah 10 ans après. Et la fatwa de Khamenei est un ajout à la fatwa de Ruhollah Khomeini, qui est le fondateur de la République islamique, qui était contre l'utilisation d'armements chimiques. Parce que tu te souviens, il y a eu un bombardement chimique de l'Irak dans la fameuse guerre imposée l'Irak et l'Iran. Donc il y Absolument. avait une Dans première la guerre, fatwa contre l'utilisation de voilà, l'arme chimique pour les Iraniens, et Khamenei a rajouté l'atome. En tout cas, passons à la oui, deuxième oui, question. Passons à la dans deuxième cette question. guerre qui avait duré cette guerre 10 terrible qui ans. avait duré de 1980 à 1988. Exact. Alors, et ça a il y a eu beaucoup de morts des deux camps d'ailleurs. Les deux pays ont souffert beaucoup de cette guerre imposée. Alors, la deuxième question. Dans quelle mesure la fermeture du détroit d'Ormuz, le fameux détroit, par l'Iran aux États-Unis et à Israël, tout en le laissant ouvert aux autres pays, représente-t-elle une stratégie diplomatique astucieuse pour isoler les belligérants et éviter une escalade mondiale? Oui, ben, c'est habile parce que l'Iran ne veut pas se couper d'un certain nombre de pays en voie de désalignement par rapport à l'hyperpuissance américaine, hein, donc en gros les pays des BRICS, et donc effectivement fait un traitement différencié en laissant passer certains navires et en bloquant d'autres navires. Donc c'est plutôt intelligent. Ça amène à réfléchir sur le fait que l'Iran a frappé des bases américaines dans les pays arabes du Golfe, hein, Émirats arabes unis, Qatar, De tous les etc. pays du Golfe. Euh, alors, par certains observateurs, que c'était une erreur. Alors, effectivement, dans un premier temps, on peut considérer que ça pousse ces pays du Golfe dans le camp opposé à celui de l'Iran. Mais à vrai dire, euh, ils le sont déjà parce qu'ils sont sous protectorat américain. Mais à partir du moment où ces pays abritent des bases américaines, le fait que les bases américaines soient frappées est une conséquence a priori quasiment inévitable de l'agression américano-israélienne. En fait, la seule autre réponse serait été que l'Iran, il faut quand même en voir le paradoxe de ce raisonnement, aurait été que l'Iran ne frappe finalement que Israël. Or, l'Iran frappe aussi bien Israël que les Américains, puisque l'agression vient à la fois d'Israël et des Américains. Mais surtout, ce que nous indique, ce qu'indique en fait au monde le fait que l'Iran frappe euh, des pays arabes en tant qu'ils abritent des bases américaines. Le signal que cela envoie, c'est qu'abriter des bases américaines ne vous protège pas, mais en plus vous met en danger. Donc c'est un message qui est intéressant parce qu'il amène un certain nombre de pays à réfléchir, à se dire, bon, finalement, nous avons accueilli des bases américaines parce que, un, ça nous amenait de l'argent, deux, c'était censé nous amener la sécurité. Or, finalement, ça nous amène au contraire à être une cible. Donc, c'est un signal intéressant parce que les pays du Golfe vont avoir une forte tendance à se dire maintenant, à partir du moment où il y a des bases, mais où il n'y a pas finalement de bouclier américain, nous aimerions autant avoir moins de bases ou pas de bases du tout. Donc c'est finalement politiquement c'est plutôt habile, et on voit d'ailleurs que les pays du Golfe font pression dans la mesure où ils le peuvent, pour l'arrêt de cette guerre. On les comprend très bien. Mais si tu C'est pas veux, du tout leur intérêt que cette guerre dure. la réaction des experts qui disaient que l'Iran se trompe, effectivement, ils ne se sont pas trompés parce que la réponse de l'Iran a été proportionnelle et elle a visé
que les bases américaines et où les Américains se sont réfugiés, par exemple. C'est un peu le concept que les Occidentaux ont en Ukraine. C'est-à-dire, nous, on envoie, c'est-à-dire la France, l'Italie, quoi, l'OTAN envoie des armes à l'Ukraine que les Ukrainiens utilisent, bien entendu. C'est évident qu'ils les utilisent. Bien entendu. Ils sont en guerre. C'est pas le problème. C'est pas les Ukrainiens le problème. Mais alors, l'OTAN et l'Union européenne se retournent vers les Russes et disent, mais nous ne sommes pas en guerre. Comment tu n'es pas en guerre? Tu es en train d'envoyer des armes. Donc, Oui, tout à fait, c'est absolument. Oui, oui, tout à c'est fait. hallucinant, si tu C'est veux. bien sûr, oui, oui, tout à fait. Bah, c'est un petit peu comme pendant la guerre d'Espagne, quand Mussolini envoyait des divisions italiennes et quand les Allemands envoyaient la Légion Condor soutenir Franco. C'est quand même une façon indirecte d'être en guerre. Et donc, effectivement, si les Espagnols avaient, d'une façon ou d'une autre, frappé l'Allemagne, je ne sais pas, en faisant sauter un train, par exemple, si les Espagnols républicains avaient fait ça, bah, somme toute, ça aurait été relativement cohérent hein, comme réponse à une guerre indirecte. Mais si tu veux, si les Iraniens suivaient ce que disaient les experts, nos généraux des plateaux télé, des chaînes continues, ils seraient déjà morts maintenant. Parce qu'ils ne pouvaient pas répondre. Vu que les Américains les bombardent avec des missiles, comment tu veux qu'ils répondent? Bombarder seulement Israël n'est pas suffisant. Oui, oui, bah, c'est-à-dire que ce qui est quand même extraordinaire, c'est la condamnation par un certain nombre de diplomates occidentaux, sans parler de toutes les chaînes d'information des grands médias, c'est d'avoir condamné la riposte iranienne. C'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que on vous attaque sans déclaration de guerre et il faudrait en plus ne pas riposter. Enfin, c'est tout de même une parfaite extravagance comme l'ont souligné des médias comme Le Grand Continent, par exemple, qui produit des analyses intéressantes sur ces questions. En tout cas, le contrôle du détroit d'Ormuz, ce que je trouve épatant, c'est que les généraux, l'armée américaine, ou si tu veux, les États-Unis n'ont pas pris en compte le détroit. C'était pourtant évident. Parce que dans la guerre Iran-Irak, déjà, le détroit a été utilisé pour bloquer le commerce mondial. Donc, c'est épatant que l'Occident, et les Américains surtout, n'ont pas pris en compte qu'il pourrait y avoir un problème dans le détroit d'Ormuz. Et ce que je trouve, et là, Trump lui-même a un problème, parce que j'ai vu ce matin que tous les pays auxquels il a demandé de l'aide ont refusé, dont la France, ont refusé d'envoyer des navires pour escorter ou pour ouvrir le détroit. Donc on a un problème même interne à l'Occident maintenant, parce que ça va créer des Oui, tensions oui, oui, entre Trump et parce que ses alliés. Trump commence à faire effectivement une sorte d'appel à une légion des volontaires français contre le schisme, en quelque sorte. Oui, en gros. Euh, légion à laquelle s'ajouteraient des contingents allemands, britanniques, italiens, etc. Mais effectivement, c'est lui qui a déclenché cette guerre en pensant peut-être que l'assassinat Était suffisant. du guide suprême Ali Khamenei suffirait à ce que l'Iran mette un genou à terre. Or, au contraire, l'Iran, qui était peut-être à la veille d'une révolution, semble avoir, par patriotisme, surmonté en quelque sorte les divisions intérieures, provisoirement, hein, certainement, provisoirement, mais parce que quand on est agressé, on se dit, c'est On au-delà du défend sa patrie. patriotisme, c'est même du bon sens, on se dit que c'est pas le moment de manifester contre le régime alors qu'on reçoit des bombes prétendument libératrices. Mais enfin, une bombe, elle est d'abord un instrument de mort et elle n'a jamais été un instrument de libération. Donc, donc effectivement, Trump le piège dans lequel est pris sans doute Trump, c'est qu'il voulait une guerre très courte
mais que on peut être seul pour déclencher une guerre, on est souvent seul au demeurant, même si les responsabilités peuvent être parfois partagées, mais par contre, pour finir une guerre, il faut toujours être deux. Hein, donc effectivement, là, si l'Iran ne veut pas faire la paix, eh bien, à un moment donné, il n'y aura qu'une solution pour les États-Unis, c'est la victoire totale. Et la victoire totale, ça veut dire l'écrasement intégral de l'adversaire. C'est ce qui s'est passé pour l'Allemagne en 1945. Mais ça veut dire, pour un pays comme l'Iran, qui est grand comme 3 fois la France, ça veut dire une invasion. Or, cette invasion, euh, c'est pas l'Irak. L'Irak, c'est à peu près 40 millions d'habitants. C'était moins que ça dans les années 2003. L'Iran, c'est 95 millions. Et surtout, le paysage n'est absolument pas le même. L'Iran, il y a toute Exact. une partie de montagne dans lesquelles il y a des cavernes qui sont des bases de lancement de missiles. Les grandes villes sont plutôt vers le nord, du côté des montagnes. Quand quand on est à Téhéran, on est juste à côté de la chaîne de montagnes, hein, plus de 5000 mètres. Et une invasion terrestre de l'Iran, c'est au moins 1 500 000 hommes nécessaires. Hein, c'est pas seulement un commando de Marines. C'est pour cela que Trump envisage des choses plus à sa portée, et là pour le coup ça serait sans doute à sa portée, comme éventuellement l'invasion de l'île de Karg qui fait à peu près 25 km², c'est-à-dire le quart de Paris intramuros. Il faut Bon, la tenir. alors l'île Il de faut la Karg tenir. qui est centrale pour le commerce iranien. Mais ceci dit, la riposte iranienne peut être alors de frapper tous les dépôts pétroliers de la région des pays arabes. Exact. Et donc là, ça peut être le pétrole à 200 dollars le baril ou peut-être même plus à terme, même s'il y a quelques réserves qui permettraient d'avoir un rôle d'amortisseur pendant 2, 3 mois. Là, ça veut dire une crise économique mondiale absolument terrifiante, dont l'origine serait évidemment la politique américaine. L'évidence de la responsabilité américaine serait flagrante, et cela aurait quand même des répercussions géopolitiques certainement considérables. J'ai l'impression de toute façon que c'est les Israéliens qui ont mis au piège Trump. Il s'est fait piéger par Bibi Netanyahou, que les Israéliens voulaient la guerre. Et parce qu'ils ont pris le prétexte de la guerre en Iran pour rentrer au Liban et finir avec la Hezbollah. C'est déjà ça. Donc, Oui, alors effectivement, depuis que l'extrême droite est au pouvoir en Israël, il y a apparemment la volonté d'aller jusqu'à la restauration, avec des guillemets, du royaume de David, hein, qui était un royaume qui incluait le Liban et presque toute la Syrie côtière, donc en fait un Israël qui irait jusqu'aux frontières avec la Turquie. Hein, on appelle le grand Israël. et voire même en se référant à la Bible, voire même la revendication d'un État du Nil à l'Euphrate. Hein, et donc, d'ailleurs, cet objectif a été validé par l'ambassadeur américain à Jérusalem, À Kirby. en expliquant que bah, ce serait vraiment très bien qu'Israël réalise cet objectif de s'étendre du Nil à l'Euphrate. Évidemment, c'est pas de nature à apaiser les relations entre Israël et les pays arabes, qui pourtant s'étaient considérablement améliorées. Mais enfin, là, c'est pour le moins inquiétant. Bon, on est à la troisième question maintenant. Les frappes américano-israéliennes sur les infrastructures iraniennes, comme les sites de production de missiles et de centres de recherche spatiale, soulèvent-elles des questions éthiques sur la distinction entre défense préventive et agression, surtout dans un contexte de tension nucléaire latente?
Oui, donc en fait, alors le problème, c'est que de toute façon, il n'y a pas que des attaques contre des installations militaires, hein, puisque il y a eu des bombes sur une école de jeunes filles, hein, donc ça n'a strictement rien de militaire. Même les Américains et les Israéliens n'osent même plus avancer l'argument comme quoi les écoles de jeunes filles seraient des bases militaires camouflées, parce que c'est quand même un petit peu énorme. Voilà. Donc, il est certain que c'est une guerre qui touche la population, ce qui explique sans doute un certain patriotisme qui profite au régime actuel en Iran. On sait que les dirigeants iraniens se sont promenés dans les rues de Téhéran récemment. On sait aussi qu'il y a eu des manifestations favorables au régime. Bon, c'est le genre de choses qui ne seraient sans doute pas arrivées sans l'agression américaine et israélienne. Donc, effectivement, de toute façon, au-delà même de la guerre actuelle, on peut penser que le régime des sanctions qui dure depuis des décennies est quelque chose de fondamentalement contraire au droit international, hein. Ça n'a pas de sens d'avoir des sanctions qui durent pendant des décennies alors que le régime lui-même a considérablement évolué. Les dirigeants ne sont plus les mêmes qu'il y a 20 ans. Donc, ça n'a pas de sens d'avoir des sanctions, quel que soit le motif initial, alors que la réalité change. Voilà. Oui, non, effectivement. Mais en ce moment, les Israéliens et les Américains, surtout les Israéliens, ils sont en train de bombarder même des stations de police. Or, la police municipale et la police n'est pas un objectif militaire. Ils sont en train d'essayer de faire, je pense, de faire en sorte que le régime iranien s'effondre, que le système iranien étatique s'effondre pour que supposer l'opposition iranienne prenne le pouvoir. Mais je doute que ça marchera. Alors, c'est la stratégie du chaos, hein. Il y a un chercheur, on mettra les informations en lien, il y a un chercheur israélien d'un institut de sécurité qui a expliqué que s'il y a un coup d'État en Iran, c'est bien. S'il y a une guerre civile, c'est bien. Si le chaos s'installe, c'est bien aussi que Israël ne cherche absolument pas, ne se préoccupe absolument pas du bien-être et de l'avenir de l'Iran. Et donc, effectivement, l'objectif est certainement une guerre civile et le chaos en Iran, parce que, évidemment, la défaite militaire suppose une invasion et que Israël n'en a pas les moyens, mais les États-Unis aussi en ont très difficilement les moyens. Et s'ils en ont peut-être les moyens militaires, ils n'en ont certainement pas les moyens politiques, parce que Trump n'a pas été élu pour ça. Les midterms ont lieu en novembre, et on l'imagine mal envoyer des centaines de milliers de boys euh, envahir l'Iran Et se faire tuer. avec des risques de perte évidemment importants. En tout cas, le chaos, la théorie du chaos m'aide pour introduire la quatrième question. Quel rôle jouent les proxys iraniens tels que, j'aime pas le terme proxy, hein, mais je l'ai utilisé parce que c'est ce qu'on utilise normalement. Parce que je pense que les groupes pro-iraniens de l'Irak chiite, si tu veux, du croissant chiite, sont beaucoup plus autonomes qu'un proxy. Le Hezbollah prend des Bien sûr. décisions relativement autonomes, comme d'ailleurs les Houthis. Mais bon, vu que tout le monde utilise le terme proxy, utilisons proxy. Quel rôle jouent les proxys iraniens, tels que les groupes en Irak et au Liban, dans la prolongation du conflit, et comment cela pourrait-il influencer la stabilité des alliés américains dans la région à long terme? Oui, alors effectivement, il ne faut pas oublier que l'Iran n'est pas le seul pays chiite. Il y a environ 200 millions de chiites au Moyen-Orient.
donc un peu plus de 100 millions qui ne sont pas iraniens. La majorité de la population de l'Irak, une assez faible, une assez courte majorité, est chiite. Et Et sous j'ajoute, Saddam Hussein, et j'ajoute autre chose. Saddam Hussein était sunnite. Hein, donc c'est voilà. Et j'ajoute Et autre chose, donc si tu permets. évidemment, J'ajoute autre chose, si tu permets. Parce que très peu de gens le savent. Je me suis rendu compte en discutant avec des amis que toute la côte est de l'Arabie Saoudite est peuplée de Saoudiens chiites. Et le Bahreïn, oui, tout à fait. et le Bahreïn, et la famille royale est sunnite, mais la population du Bahreïn est chiite. Et ça fait des années que la population du Bahreïn chiite est en révolte contre le pouvoir interne du Bahreïn. Ce qui expliquerait d'ailleurs pourquoi les Iraniens sont en train de bombarder massivement Bahreïn, entre autres. Voilà, excuse-moi, je fais la parenthèse pour être Oui, oui, non, mais précisé. tout à fait. La population du Bahreïn est très majoritairement chiite. Le Yémen, surtout dans la partie qui correspondait à ce qu'on a à l'ancien Yémen du Nord, du côté des Houthis, ce sont des gens, c'est une variété il y a Oui. aussi des tas de branches hein, dans l'islam, mais enfin, ce sont des gens proches des chiites. Et bien sûr, il y a les chiites libanais, qui sont une partie des 6 millions environ de Libanais. Alors tous ces gens-là, effectivement, ont une stratégie autonome. Hein. Ce ne sont pas des marionnettes de Téhéran, mais ce sont des gens qui ressentent une solidarité, certes religieuse, mais aussi géopolitique, parce que ils constatent que l'Iran est leur garantie en quelque sorte pour ne pas être liquidé, euh, soit par Israël, soit par les Américains, soit par la conjonction des deux. Donc effectivement, alors on voit que le Hezbollah, qui certes a été très durement frappé depuis plusieurs années par Israël, avec notamment la liquidation de ses dirigeants, on voit que le Hezbollah, malgré tout, n'est pas complètement mort. Voilà. Donc on constate effectivement que le croissant chiite, effectivement, bien entendu, est quand même un facteur qui, là aussi, avait sans doute été sous-estimé par les Américano-Israéliens. Et il y a une autre chose qui sous-estime, que l'Occident sous-estime. L'Occident pense que un sunnite est automatiquement anti-chiite et vice-versa. En gros, c'est vrai. Il y a cette inimitié ou cette guerre civile, guerre religieuse qui n'a jamais été résolue depuis que le prophète est mort. C'est-à-dire qui va prendre la relève du prophète, donc où il y a eu le chiisme entre les chiites et les sunnites. Mais cela étant, Oui, l'Iran est chiite depuis environ 1500, l'année 1500 environ. exact, cela étant, c'est pas vraiment automatique parce que les Palestiniens qui sont eux totalement sunnites, ils sont l'islam de Palestine est sunnite à 100%. Puis il y a des chrétiens palestiniens comme on sait. Mais si tu veux, les groupes sunnites palestiniens ont pris fait et cause la plupart des groupes politiques militaires qui sont encore militants, qui sont encore pour la lutte armée contre Israël, ont pris fait et cause pour l'Iran chiite. Donc c'est pas Oui, oui. nécessairement automatique. Ben, ce sont quand même tous deux des musulmans. Donc il y a quand même, il y a quand même quelques liens. Hein, de même qu'un catholique n'est pas censé être indifférent, par exemple, au massacre qui porterait sur des chrétiens orthodoxes. Eh bien, effectivement, les musulmans sunnites ne voient pas avec sympathie un peuple musulman, qui est le peuple iranien, se faire bombarder. C'est une évidence. Hein. Euh, et donc, alors une chose intéressante aussi, c'est que dans l'aspect idéologique, les Américains réactivent le mythe du judéo-christianisme, hein, c'est-à-dire d'une identité de civilisation entre le judaïsme euh, en Israël et le christianisme des États-Unis d'Amérique et des pays occidentaux, de façon à créer en quelque sorte une coalition de civilisation contre les musulmans diabolisés. Oui, les Hein. sauvages, contre les Voilà, sauvages, bon, contre les barbares. et ça, c'est vraiment, bon, c'est très classique,
c'est vrai que la ficelle est un peu grosse, mais c'est la même ficelle depuis maintenant quelques décennies. Il faut savoir que le concept de judéo-christianisme, c'est une construction idéologique de milieu proche de l'OTAN dans les années 50. Hein, voilà, c'est. Bon, on arrive à la dernière question. Alors, face à l'effondrement des voies diplomatiques et aux appels de Trump pour un soutien international, la guerre actuelle pourrait-elle marquer le début d'un nouveau paradigme géopolitique où les superpuissances privilégient l'action unilatérale plutôt que la négociation multilatérale? Oui, alors on verra comment les choses se terminent parce que évidemment, l'Iran a expliqué qu'il était ouvert à une négociation. Il est certain que des puissances comme la Russie et la Chine s'invitent autant que faire se peut dans le jeu pour essayer d'obtenir une solution apaisée, sachant que pour la Chine et pour la Russie, il est important que, non pas spécialement que subsiste le régime des Mollahs, les Chinois et les Russes n'ont pas de sympathie en soi pour ce régime, c'est vraiment pas leur problème. Mais par contre, ils ne souhaitent pas que l'Iran sombre dans le chaos et ils souhaitent garder l'approvisionnement sur les énormes richesses pétrolières de l'Iran. Ils souhaitent garder la possibilité de s'approvisionner auprès de l'Iran, notamment pour des raisons géopolitiques, parce que l'Iran, c'est le sud de l'Eurasie, c'est un approvisionnement facile pour la Russie, parce que c'est juste à côté, et très facile aussi pour la Chine, parce que c'est quand même un petit peu plus loin, mais pas très loin. Donc pour eux, c'est très important que l'Iran ne devienne pas un régime fantoche au service des Américains et ne sombre pas non plus, ce qui ne serait guère mieux, dans le chaos. Hein, donc, il souhaite absolument éviter que les choses se terminent comme ça. Bon, ce qui est déplorable, c'est que la France est devenue totalement inaudible dans cette affaire parce que nous n'avons pas, depuis très longtemps, pris une position indépendante. En 91, seuls Jean-Marie Le Pen et Jean-Pierre Chevènement se sont opposés à la guerre contre l'Irak. Avant 2020, oui, Au effectivement. moment au moment du Koweït. Exact, c'est exact. Malheureusement, avec Macron, en plus, il est totalement inaudible. Parce qu'on ne sait pas, je veux dire, on ne comprend pas qu'est-ce que la France veut. Il envoie le Charles de Gaulle, mais en Méditerranée. Oui, C'est tout à fait. c'est Tout à fait. Et alors, des trucs, ils s'arrêtent au milieu du guet, quoi. mais ce qu'on pourrait noter, c'est que l'engagement de troupes françaises depuis quelques décennies aurait eu un sens dans peu de cas, mais peut-être dans un cas qui est de sauvegarder l'unité de Chypre, alors que la Turquie a créé la République turque de Chypre du Nord. Et là, on peut penser que les armées européennes auraient eu intérêt, sans doute, À à l'époque. avoir une action soit d'interposition, soit peut-être même une action militaire pour empêcher que Chypre, État européen, soit séparé en deux par la création d'une république totalement sous la main de la Turquie. Et là, pour le coup, il y aurait eu une certaine logique peut-être à engager des soldats français. Mais c'est vrai que avoir une défense proactive, comme l'ont parfois dit, pas seulement les Américains, mais des ministres français, participer à la défense, mais à la défense de quoi? À la défense de pays qui ont déclenché un Pearl Harbor, c'est au fond se mettre du côté des agresseurs. Et ça, la France n'a pas joué le rôle qu'elle aurait dû jouer. Une agression contre la souveraineté d'un État, cela se condamne
Point, c'est tout. Il y a pas d'atténuation, il n'y a pas de on condamne, mais on soutient quand même les agresseurs face à la riposte iranienne. Ça n'a aucun sens de dire cela. Cela étant, pour la parole de la fin, vu qu'on arrive à la fin à la conclusion de notre émission, Pierre, je me demande si les Chinois et les Russes, qui sont évidemment en train d'étudier ce qui se passe et de regarder ce qui se passe attentivement en Iran, et ils peuvent d'ailleurs s'inspirer la Russie pour sa guerre en Ukraine ou l'opération spéciale en Ukraine, et effectivement la Chine pour Taïwan, éventuellement pour prendre Taïwan. Mais c'est aussi une condamnation, peut-être, c'est peut-être ce qui se passe maintenant en Iran, et c'est peut-être ma parole de la fin pour cette émission, c'est que peut-être Mao Tse-tung avait raison, c'est que les États-Unis sont un tigre en papier. En fait. Ils ont tout misé sur la high-tech Oui, alors c'est quand même, et il s'est écroulé. alors c'est quand même un tigre, oui. Vas-y. Alors c'est un tigre qui tue malheureusement, Ah, c'est un évidemment. tigre qui tue, c'est aussi un tigre qui soutient les visées expansionnistes d'Israël dirigées par un gouvernement d'ultra-droite, hein, racialiste et colonisateur. Donc c'est un tigre qui fait quand même beaucoup de dégâts au lieu d'apaiser ce qui pourrait être la fonction d'un tigre, d'apaiser les bêtes plus petites qui sont autour de lui. Donc je dois dire que le temps de l'effacement de ce tigre en papier n'est pas encore venu, mais il est vrai qu'il vient sans doute de commettre une grave erreur par cette attaque inconsidérée, parce qu'encore une fois, une guerre, il suffit d'être 1 sur 2 pour la déclencher, mais par contre, il faut être 2 sur 2 pour l'arrêter. Il semble que Trump l'ait oublié. Et sur ce, c'est la fin de cette émission. Je te remercie Merci et je Gilbert. remercie nos auditeurs et à la prochaine.